Compose, épisode 51. Il m'emmenait dans ce truc. Je me dis, ah oui, c'est bien, c'est cool. Et puis en fait, je vois que dès qu'il y avait une opportunité, ou je sais pas moi, des interviews, des trucs comme ça, c'était compliqué pour moi, quoi. C'était un stress pas possible. Et quand j'ai sorti mon premier... j'ai eu un projet qui s'appelait Miss Camille, mais j'avais 18 ans, je crois. Et puis mon projet s'est appelé Mila Brune. Parce que justement j'avais envie d'avoir une distance avec mon vrai nom. Donc j'ai un peu inventé Mila de Camilla et Brune parce que je m'appelle De Bruyne. Mais quand j'ai eu ce projet-là, j'ai eu un peu d'interviews, un peu de trucs comme ça parce que c'est un peu passé à la radio. C'était en 2012, donc ça fait un petit temps maintenant. Et je vois que tout ça, les interviews, les radios, les télés, pour moi c'était le climax de l'angoisse, quoi. C'était vraiment, je détestais ça. Et oui, donc voilà, maintenant je suis un peu, j'accepte que je suis pas, enfin, parfois je me dis, mais je dois pas être faite pour ça, quoi, pour ce monde. Pour ce premier épisode de l'année, j'ai le plaisir de recevoir une artiste que j'apprécie beaucoup. C'est Mila Brune, autrice, compositrice et interprète. Ensemble, on a parlé de sa famille, où la musique avait une grande place, de son parcours scolaire chaotique, du fait que la musique la sauvait lorsqu'elle était plus jeune, de son premier groupe à 12 ans, de ses collaborations avec d'autres artistes, de son questionnement sur le fait de concilier son angoisse des interviews et de la vie publique avec le métier d'artiste, de Slow Life, de ses enfants. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Mila d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Merci à toi. Tu es donc autrice, compositrice, interprète. Ton projet s'appelle Mila Brune. On y reviendra plus tard, mais en fait je voudrais commencer par vraiment les débuts. Comment est né en fait ton intérêt à la base pour la musique ? Bon alors en fait, ma famille a toujours fait de la musique, donc mes parents ils se sont rencontrés dans des stages de musique ancienne. Ma mère, elle jouait déjà, je m'excuse parce que j'ai mal de gorge, comme on peut l'entendre. Oui, désolée d'enregistrer aujourd'hui. Oui, voilà, mais c'est comme ça. On a tellement reporté le truc, voilà, on le fait. Mais ma mère, elle joue du violon, elle joue elle joue de la sac-boute, elle joue maintenant de la trompette, du piano, enfin 20 000 trucs. Mon papa... il est mort quand j'étais petite, mais c'est pareil, il jouait plein de trucs. Et donc on a toujours chanté dans la famille, on a toujours beaucoup écouté de la musique, inventé des chansons en harmonie. Depuis qu'on est petit, c'est comme ça. Donc moi, j'étais baignée là-dedans, et mon grand frère aussi, pareil, qui fait aussi de la musique d'ailleurs. Et donc voilà. Et tu as suivi des cours de musique ? Alors, j'ai fait un peu de jazz studio quand j'avais 16 ans, parce qu'en fait, j'ai eu un parcours scolaire chaotique. J'étais une 10 partout, donc une dyslexique, une dyscalculique, une TDAH, tout ce que tu veux. Et oui, là, je trouvais vraiment pas ma place. Et par contre, dans la musique, c'était mon univers, j'étais à l'aise, et donc j'ai arrêté l'école quand j'avais 16 ans. Et je suis du coup allée 1 an au jazz studio à Anvers. Et ouais, voilà. Bon, j'étais un peu jeune, du coup j'étais un peu fermée comme ça dans mon truc. Mais donc j'ai fait ça en tout cas. Et ouais, c'est tout. Et donc avant ça, c'était vraiment avec tes parents, avec ton frère que tu jouais de la musique, quoi. T'as jamais eu des cours jusque-là d'instruments ou de chant ? Oui, c'est vrai, quand j'étais petite, j'ai fait un peu de chant classique. Ah oui. Genre le samedi matin, comme ça. Et jusqu'au spectacle de fin d'année, où j'ai dû chanter un truc en latin, je sais plus. Et j'étais tétanisée. Je me souviens que on a dû recommencer 3 fois la chanson parce que j'avais tellement peur que ma note ne sortait pas. Enfin bon. Donc voilà. Mais donc oui, j'ai fait ces cours de chant classique quand j'étais petite aussi. Ouais. Et comment tu te sentais en fait à ce moment-là quand tu faisais de la musique, quand tu étais plus jeune ? Ça me sauvait quelque part parce que j'étais tellement à l'école, c'était tellement compliqué.
au point que les professeurs ont demandé à mes parents de faire des tests parce qu'ils se disaient que, je sais pas moi, que j'étais, arriérée, j'en sais rien. Mais j'étais complètement incomprise, quoi, dans ce truc. Et du coup, j'avais une image de moi horrible. Enfin, c'est fatalement quand les adultes disent oui, on pense que votre enfant est arriéré. Enfin bon, à l'époque, c'était pas toujours très, voilà. Il n'y avait pas beaucoup de psychologie derrière. Quoi. Ouais, c'est ça déjà. Et puis dès qu'un enfant était différent et qu'il rentrait pas dans le moule, ben voilà. Et du coup, il était peut-être débile ou arriéré, j'en sais rien. Enfin voilà. En tout cas, c'est clair que ce truc, ça m'a mis dans une boîte toute ma vie où je me suis sentie toujours, inférieure ou, tu vois, un peu. Et donc la musique, ça m'a un peu sauvée, quoi. Ouais. Parce que j'avais donc du mal à m'exprimer. J'étais très, très en moi comme ça, dans un truc intérieur. Et puis voilà, chanter, ça a pu m'aider à m'exprimer sur un autre mode, quoi. Trop chouette. Et du coup, à 16 ans, quand tu as commencé cette école, comment tu l'as vécu, en fait? Parce qu'au début, tu avais du mal à chanter, donc parce que ça te faisait peur. Après, comment ça a évolué? Non, là, ça allait. Enfin, en fait, j'ai commencé un groupe a cappella quand j'avais 12 ans. Donc j'ai perdu mon papa vers 10 ans. Vers 12 ans, j'ai commencé à composer, etc., des trucs a cappella avec 3 autres filles. Donc et donc là, on a commencé à faire pas mal de concerts, même si on était super jeunes. C'était sur des, je sais pas comment, on a quand même fait une centaine de concerts avec ce projet. Et donc là, oui, je me suis habituée évidemment à chanter en public et tout ça. Mais c'était pas du tout un truc évident pour moi au début, quoi. C'était pas genre salut, hop. Donc quand je suis arrivée au Jazz Studio, j'avais déjà l'habitude quelque part. Mais par contre, j'étais encore très renfermée pour parler avec tous les autres qui étaient beaucoup plus âgés que moi, en fait. Hein. Moi, j'avais 16 ans, mais les autres, ils avaient plutôt 18, 20 ans, 25 ans. Donc, voilà, mais après, ça m'a quand même apporté plein de choses, quoi. J'ai rencontré plein de gens, j'ai pu commencer à faire des groupes, enfin, tu vois, voilà. Et quand tu avais ce groupe a cappella justement à 12 ans, enfin, en fait, est-ce que c'est lié aussi à la perte de ton papa, cette envie de t'exprimer de cette façon-là, dans la musique? Ben, c'est venu naturellement, quoi, en fait. J'ai commencé à composer des trucs en a cappella, donc à l'époque, il n'y avait pas les multipistes et tout. Donc, je m'enregistrais. J'enregistrais une voix sur un truc cassette, et puis je prenais un autre truc cassette à côté, je me mettais à côté du baffle, et j'enregistrais la deuxième voix avec la première qui sortait du baffle. Et puis je refaisais la même chose dans l'autre sens, et du coup, je me retrouvais avec des chants de 4 voix, 5 voix, et plein de souffles. Il y avait ces jolies harmonies comme ça, puis comme ça, parce qu'il y a toujours tu vois, l'ambiance de la pièce. Et j'ai fait des trucs, comme ça, ça me faisait du bien. Et puis, je voyais tout d'un coup les adultes qui étaient là, waouh, c'est hyper beau, mais machin. Et c'était la première fois, genre, que je me sentais, genre, valorisée dans quelque chose. Et ma mère était hyper, mais c'est magnifique, je vais t'acheter un multipiste, machin. Et donc, j'ai eu ma première machine comme ça. Alors après, plus tard, quand j'ai eu 16-18 ans, entre 16 et 18 ans, il y a eu les ordis avec Cubase, avec tous ces trucs, et là j'ai investi là-dedans. Mais au début, ça a commencé comme ça, et voilà, tout de suite j'ai trouvé une place quelque part, quoi. Et de quoi tu parlais dans ces morceaux-là? Oui, alors là c'est plutôt, je faisais beaucoup d'harmonies, genre des des trucs, du faux anglais aussi, parce que bon, moi j'ai jamais beaucoup écouté de la chanson française. C'est pas ma culture. Et du coup, j'ai toujours été plus sur la sonorité, sur ce qu'une mélodie raconte, avec les accords, etc., plutôt que vraiment sur un texte. Et donc, en fait, à ce moment-là, je pense que je faisais de l'anglais, tu vois, aléatoire. Inventé, quoi. J'appelais ça de l'anglais optique, parce que je parlais en anglais pendant 20 minutes sans rien dire, mais voilà, c'était plutôt des sons, des sonorités et des couleurs, des harmonies, quoi. Trop bien. Et comment t'as eu l'envie de lancer un projet solo après tout ça? Alors ça, je pense que c'est après le Jazz Studio. J'ai rencontré des gens qui faisaient de la prod et tout ça, et qui disaient, ouais,
enfin voilà, c'est plutôt eux qui m'ont lancé là-dedans. Et donc ils me faisaient des beats et moi je commençais à composer des mélodies, etc. Après, il y a ce truc où parfois on se trompe de rêve, dans le sens que tous ces gens qui m'ont entourée, ils avaient des rêves toujours de oui, tu vas voir, ça va marcher, tu vas devenir, tu vois, une star. Et je sais pas, ça m'emballait dans ce truc, mais en fait, moi, je suis un peu anti tout ça, quoi. Donc, c'est-à-dire que moi, en fait, je me sens pas bien du tout là-dedans. Moi, je suis très... j'aime bien être entourée de ma famille, de mes amis, mais tout ce truc de vie publique et de star system et de machin, j'ai vraiment un rapport compliqué avec ça, quoi. Donc voilà, c'est compliqué parce que c'est un métier en même temps qui veut ça. Et en même temps, je suis dans le rejet de ce truc. Et donc, je suis tout le temps dans deux énergies contraires. Voilà, c'est compliqué. Mais du coup, à ce moment-là, quand les gens te disaient tu vas devenir une star, etc., toi aussi, tu te l'imaginais, enfin, tu te disais que peut-être que c'était ça que tu voulais? Ils m'emmenaient dans ce truc. Je me disais, oui, c'est bien, c'est cool, c'est cool. Et puis en fait, je vois que dès qu'il y avait une opportunité... ou je sais pas moi, des interviews, des trucs comme ça, c'était compliqué pour moi, quoi. C'était un stress pas possible. Et quand j'ai sorti mon premier... j'ai eu un projet qui s'appelait Miss Camille, mais j'avais 18 ans, je crois. Et puis mon projet s'est appelé Mila Brune. Parce que justement, j'avais envie d'avoir une distance avec mon vrai nom. Donc j'ai un peu inventé Mila de Camilla et Brune parce que je m'appelle de Brune. Mais... quand j'ai eu ce projet-là, j'ai eu un peu d'interviews, un peu de trucs comme ça, parce que c'est un peu passé à la radio. C'était en 2012, donc ça fait un petit temps maintenant. Et je vois que tout ça, les interviews, les radios, les télés, pour moi, c'était le climax de l'angoisse, quoi. C'était vraiment, je détestais ça. Et oui, donc voilà, maintenant je suis un peu, j'accepte que je suis pas... Enfin, parfois je me dis, mais je dois pas être faite pour ça, quoi, pour ce monde. Mais oui, après... et en même temps, être artiste, c'est pas la même chose que justement être aussi... cette visibilité, ce star system dont tu parlais, oui, c'est pas... ça. Donc il faut se projeter dans une vie artistique plus... qui n'est pas dans le système d'aujourd'hui, quoi. Plus intime, quoi. Oui, c'est ça. Mais donc c'est un peu compliqué parce qu'en même temps, du coup... T'as pas beaucoup de visibilité, Bon, en plus, moi, je suis tout à fait seule. J'ai pas d'équipe derrière moi. Donc, je dois tout faire. Mais comme je suis une jeune maman, je suis pas jeune, mais je suis une jeune maman, avec 2 mini schtroumpfs, du coup, c'est un peu... c'est-à-dire que voilà, c'est lent. C'est lent comme processus parce que je suis en train de faire 2 métiers à la fois, quoi. Oui. Pas comme plein de gens, hein, tu vois, mais oui, voilà, du coup, c'est lent et je dois accepter que c'est lent. Et pour revenir un peu en arrière, avant Mila Brune, t'as aussi collaboré avec beaucoup d'artistes, notamment, il y avait Zap Mama, il y avait Balogie, etc. Ouais, comment c'est né, en fait aussi. Ouais, comment c'est né toutes ces collaborations? Et donc après le jazz studio, j'ai commencé à faire beaucoup de chœurs, parce que j'adore ça aussi, être choriste. Moi, j'adore tout ce qui est harmonie, tout ça, chanter avec des gens. Et en fait, je voulais avoir mon statut d'artiste. Donc, j'ai vraiment fait tous les gigs, tous les groupes que je pouvais. Et à un moment, comment est-ce que je suis arrivée dans Zap Mama? Je pense parce que je travaillais avec certains de l'équipe de Zap Mama, etc. Et donc, je suis rentrée un moment dans Zap pendant quelques années. Et là, oui, j'ai beaucoup voyagé avec eux. Avec Balogie aussi. Avec Grosse Jazz Mataz aussi. Un peu avec Tina Arena aussi. Et ça, j'ai adoré faire. Attends, c'était quoi la question? C'était un peu comment c'était né, en fait, toutes ces collaborations. Comment c'était né? Oui, voilà. C'est en rentrant d'abord dans des groupes pour faire mon statut. Et puis, de fil en aiguille, on rencontre des gens, et puis on est proposé par des gens, et puis ça se faisait comme ça. Parce que bon, dans la musique, on vient pas avec un CV, et c'est pas des...
tu vois, des entretiens d'embauche. C'est pas comme ça, quoi. Donc, c'est plutôt du bouche à oreille et voilà. Ouais. Et ouais, ça t'a plu, du coup, vu que t'aimes bien ce côté un peu intime, de pas être à l'avant de la scène, quoi, tu vois, d'être un peu derrière Mais ouais, l'artiste principal. Complètement. J'avoue que j'aime pas trop être l'artiste devant et là, le fait d'être avec plusieurs chanteurs, chanteuses, c'est cool, quoi. Et puis, bon, comme c'était des gens connus, c'était tout de suite beaucoup de voyages, beaucoup de grosses scènes, et donc beaucoup d'expérience. C'était une super école, quoi. Très bien. Bon, avec Zap Mama, t'apprends plein de trucs, hein. Tu dois faire des pas de danse, tu dois faire du stylisme, du maquillage, tous ces trucs tu dois apprendre sur le tas. Mais du coup, c'est super riche. Et puis depuis que je suis maman, moi j'ai plus du tout envie de voyager parce que j'ai envie d'être là pour mes enfants. Enfin, en tout cas maintenant qu'ils sont encore petits. Et ça, c'était une vie vraiment bon, je sais pas comment c'est depuis le Covid, je pense que ça a un peu cassé le truc, mais avant ça, c'était beaucoup de voyages. Et finalement, je trouvais que, même si ça fait rêver de voyager, tu voyais juste les aéroports, les salles de concert, les hôtels, et puis tu te levais à pas d'heure parce que c'était jamais des super budgets, donc tu devais prendre les avions de 5 heures du matin, et puis donc tu t'endormais 4 heures dans un aéroport, puis il y avait un autre avion, et puis c'était tout le temps comme ça, et t'étais un zombie, et t'étais jamais connecté. Enfin, je trouvais que c'était difficile après quand on rentrait ici de se connecter aux autres, tout ça. Mais après, voilà, c'était trop génial, mais c'est vrai que j'ai plus envie de ça. Ça a duré combien de temps, tout ça? Oh là, quelques années quand même, hein. J'ai pas beaucoup de la notion du temps et des années, mais j'ai arrêté tout ça plus ou moins quand j'ai commencé mon projet en 2012, 2000 à Brune. Donc ça, à ce moment-là, j'ai arrêté Zap Mama. Bon, à ce moment-là, j'étais encore sur des émissions du genre The Voice dans les chœurs, hein, évidemment. Et ça, j'ai bien aimé aussi. Donc j'étais plus sur du travail qui était genre travailler pour des télés ou des jingles ou des trucs comme ça, mais beaucoup de sessions studio, mais ici, quoi, en Belgique. Donc je voyageais moins et ça m'allait, c'était bien. Mais sinon, je sais pas, moi, ça a duré peut-être 5-6 ans, peut-être plus, je sais pas, je sais plus. Et même si il y avait des côtés négatifs, t'as l'impression d'avoir vraiment beaucoup évolué avec cette période-là? Ouais, évidemment, vraiment, ça a été ça l'école de plus que je veux dire aller étudier au Jazz Studio, quoi. Ouais. Ça a été ça qui a fait mon expérience, en fait. Mm-hmm. Et puis après, quand t'as lancé Mille Labrune, du coup, comment t'as fait en fait pour est-ce que t'étais déjà toute seule à ce moment-là quand t'as lancé ça, et comment t'as fait alors pour un peu diffuser cet album? Est-ce que ça a aidé d'avoir ce parcours avec les autres artistes et toutes ces collaborations? Enfin, comment tu passes de être chœur, etc., à être artiste solo et à promouvoir ton projet? J'ai toujours eu mon projet solo, puisqu'avant quand j'avais 16 ans, j'étais là avec des producteurs et ça s'appelait Miss Camille à l'époque. Mais donc ça, j'ai toujours eu l'habitude de composer, d'avoir mon projet qui était avec plus ou moins de visibilité, mais ça n'a jamais été mais donc ça j'ai toujours eu. Mais à un moment, j'ai décidé d'arrêter Miss Camille. C'était un projet très new soul. Vraiment du chant très soul sur la new soul. C'était très, très, très niche comme ça. Et puis à un moment, j'ai voulu faire un truc plus personnel, plus des mélanges d'influences, etc. Attends, parce que j'ai de nouveau perdu la question. C'était un peu... Tu vois, quand t'es passé de d'être à l'arrière à artiste solo. Comme j'ai toujours fait les deux en parallèle... Ah oui. Il n'y a pas eu vraiment un truc genre... Maintenant, je suis seule. Oui, c'est ça. Donc, en fait, je faisais mes tournées avec les autres, etc. Et puis, en même temps, je composais. Puis, à un moment, j'ai décidé de changer de nom,
voilà, faire un nouveau truc. J'ai quand même été voir quelques maisons de disques, etc. Mais je trouvais que c'était toujours aussi compliqué parce que ils te disent toujours oui, c'est super, mais on va changer ça, on va t'habiller comme ça, on va te faire... Bon, c'était à l'époque, hein, maintenant ça a vachement changé, je pense, mais à l'époque, il fallait vachement te formater, etc. Et donc oui, j'ai toujours un peu eu du mal avec ça aussi. Donc chaque fois, ça se mettait pas. Finalement, ça n'aboutissait pas, je veux dire. Et puis donc, à un moment, j'ai commencé à faire des vidéos où je faisais avec des samples, etc., avec Ableton. Et donc, je sais pas, là, j'ai eu des chouettes retours. J'ai posté ça vraiment comme ça. On avait Facebook à l'époque. C'était après MySpace et tout ça. Ah oui, c'est ça, MySpace, ça ouais, c'était MySpace. Donc là, j'avais déjà posté des prods et tout. Et puis quand j'ai eu Facebook, à un moment, j'ai posté des trucs et j'ai eu des chouettes retours. Et là, j'ai quelqu'un qui est venu vers moi, qui s'appelait Eric Moral, qui nous a quittés maintenant, mais et qui m'a dit, ouais, moi donc j'avais déjà eu des rendez-vous avec des maisons de disques et ça se passait jamais bien. Et en France, je me souviens. Et là, il est venu vers moi en me disant, voilà, moi j'aime bien ce que tu fais, je voudrais investir dans ce que tu fais, et c'est toi qui décides de tout. Et moi, c'était genre, mais waouh, alléluia, c'est un truc de fou. Et donc là, on a bossé ensemble et on a fait un premier EP en 2012. Et c'était une super chouette collaboration. Après, on était tous les deux, lui aussi en fait, à faire ça pour la première fois. Enfin, lui, il avait de l'expérience dans d'autres groupes, mais pas en tant que manager et tout ça. Donc là, on s'est retrouvés un peu voilà, un peu faire pas mal d'erreurs et tout, je pense. Mais en tout cas, c'était une chouette époque. Et c'est là que j'ai été confrontée plus à une vie publique. Donc, à mon échelle, évidemment, mais donc des radios, des télés, aller jouer en France, aller... Et voilà, et j'ai vu que ça me posait pas mal de stress, quoi. Et maintenant, quand j'ai sorti mon nouvel album ici en juin, je me suis dit, mais en fait, pourquoi s'imposer tout ça? Parce que ça fait pas plaisir, en fait. Et donc, je me suis dit, bon, je décide de refuser tous ces trucs et de faire juste mon truc et de sortir juste mon truc, moi, toute seule. Et puis... Mais voilà, c'est compliqué, effectivement, parce qu'alors, c'est plus difficile d'avoir une visibilité, etc. Donc voilà, c'est tout le temps un peu du ping-pong entre... voilà, il faut vivre, il faut avoir une qualité de vie sur le moment présent, il faut être cool. Je suis un peu dans le mode slow life, tu vois. Tu vois, c'est quoi, hein, oui, à l'encontre de ce qu'on nous demande maintenant de surproduire, surcourir, sur tout ça. Et en même temps, après, tu te dis, bon, mais oui, mais il faut quand même que mon projet trouve son public, etc. Donc, c'est un peu tout le temps... Et justement, avec la sortie de cet album ici en juin, donc l'année passée, t'as eu des retours des gens? Enfin, tu vois, est-ce que... Vu qu'il n'y a pas eu cette publicité, entre guillemets, avec les médias, etc., quels sont les retours que tu as eu des gens? Quelle relation maintenant tu as avec les gens qui t'écoutent? J'ai des chouettes retours par les réseaux sociaux, des gens qui viennent me parler, tu sais, sur les réseaux, quoi, sur Insta ou quoi. Et c'est toujours super chouette et c'est toujours super encourageant, etc. Mais voilà, donc comme j'ai refusé les interviews radio et tout, du coup, oui, il n'y en a pas eu énormément, si tu veux. Mais voilà, maintenant j'essaye de me dire, ok, je vais peut-être m'ouvrir un petit peu, à faire quand même un petit peu de promo. D'ailleurs, c'est pour ça que... Oui, d'ailleurs, merci. Que je suis là, tu vois, parce qu'au début, quand tu m'as proposé, j'étais un peu, non, je sais pas trop. Mais je me suis dit, bon, voilà, t'es pas obligé de faire tout et... Tu peux faire les trucs où tu le sens plus. Et puis voilà, je sais pas, oui, je vais essayer d'aller, de me faire violence un peu et d'aller au-delà de ma zone de confort, on va dire. Et de
me forcer un peu, mais petit à petit, quoi. Ouais. Tu vois. Et quelle est ton envie par rapport au concert? Ah, mais les concerts aussi, à un moment, j'ai plus eu envie de faire ça. Et maintenant, j'ai refait un trio, là, on a joué en septembre au Bota, c'était super. On a eu un super public, et ça m'a vraiment fait plaisir. Je me suis dit, mais en fait, je retrouve ce plaisir d'être sur scène et tout, que j'avais perdu en tant que lead, en tout cas. Et ça m'a donné envie de m'y remettre, quoi. Après, voilà, maintenant, il faut probablement que je trouve un tourneur, etc. Et puis surtout, comme mes enfants sont encore petits, j'ai envie que ce soit plutôt en Belgique et j'ai pas envie de partir trop longtemps pour l'instant. Mais oui, voilà, petit à petit, moi je vois que je suis un peu, je me surprotège et je suis un peu vraiment à mon rythme, quoi. Mais c'est bien, tant mieux, parce qu'au moins t'as appris à te respecter aussi, quoi. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça, c'est qu'à un moment je me suis pas sentie, je sentais pas que je me respectais dans... Voilà, j'étais dans ce truc, vas-y, il faut y aller vite, et puis même à pas avoir de recul, et quand tu travaillais avec des gens qui te stressaient, à un moment j'ai sorti un EP que j'aimais pas. Ah oui. Parce que j'ai eu zéro recul dessus. C'est pour ça qu'il a disparu de Spotify, je l'ai cherché. C'est pour ça, et c'est aussi surtout parce que depuis qu'Eric est mort, mon producteur de l'époque, il y avait sur ce disque-là, il y avait les droits, les trucs. Enfin, c'est lui qui avait sur ses sites et c'est lui qui avait toutes les bandes de ce truc. Et moi, je les ai pas en fait, et je les ai pas retrouvées. Et puis je me suis dit c'est pas grave parce que finalement, je l'aime pas ce disque. Et du coup, maintenant, petit à petit, je vais ressortir certains titres qui étaient sur ce disque. Ouais. Donc, dans 2 mois, je pense, je vais sortir un titre qui s'appelle Should I Be et qui était sur ce titre. Oh oui, qui était trop chouette. Sur cette EP. Sur cette EP. Et mais voilà, je l'ai refait. Et du coup, voilà, ça me permet de le refaire comme moi je veux, quoi. Parce qu'à cette époque, je me souviens, tout le monde me stressait. C'était non, mais il faut se dépêcher vite. Oui, parce que c'était une année après, quoi. C'était une année après le premier EP. Et à ce moment-là, j'étais avec une tourneuse française et c'était juste horrible. Il y avait zéro écoute, zéro respect. C'était vraiment vite, dépêchez-vous. Il faut que ce soit plus comme ci, plus comme ça. Moi, je m'y retrouve pas, mais j'ai même pas le temps de voir que je m'y retrouve pas. Ouais. Et puis après, tu sors un truc dont t'es pas fier et ça, c'est vraiment horrible en fait. Donc pendant 10 ans, je suis quand même restée là-dessus, sur ce dernier EP que j'aimais pas du tout. Ouais. Et donc je suis hyper contente d'avoir sorti mon dernier album parce que ça c'est un truc vraiment, j'en suis fière et du coup voilà, je suis soulagée de rester sur cette note-là, tu vois, parce que voilà, sinon c'est compliqué. T'as un rapport ouais, puisque après ça, à un moment, je me suis dit, en fait, j'arrête. Puis j'ai eu mes enfants. Et puis voilà. Maintenant, je suis contente d'avoir repris, d'avoir ressorti ce truc comme je le voulais. Et maintenant, je veux continuer, mais voilà, slow. Ouais. Et quel a été le déclic, en fait, pour cet album? Comment tu t'es dit, voilà, maintenant je suis prête à le sortir et à sortir ce titre? Écoute, pendant les 10 ans ou les 8 ans, je crois que j'ai fait cet album 15 fois, quoi. Avec Alexis, mon amoureux, qui est le papa de mes enfants. Je pense que lui, il pouvait même plus l'entendre, cet album, parce que on l'a fait, puis après, on l'envoyait à quelques maisons de disques, et puis après, on le laissait de côté, et puis après, j'ai eu mon premier enfant, et puis après, j'ai pas su m'y remettre tout de suite, puis j'ai eu d'autres projets, puis j'ai tout réécouté, je me suis dit, mais non, viens, on va tout changer. Et puis ça a été comme ça, mais chaque année, on le refaisait, puis et puis là, j'ai dit, maintenant, on y va. Et puis j'ai eu une signature dans une maison de publishing anglaise. Et du coup, voilà, c'était un peu plus concret parce qu'il y avait quand même un cadre. Et même si, voilà, c'est du publishing, donc tout ce qui est la vie artistique et la sortie artistique, je suis complètement toute seule. Oui. Mais il y a eu juste ce cadre de la sortie. Tu peux expliquer ce que c'est? C'est quoi le publishing? Le publishing, c'est plus, c'est souvent de la musique pour images. En fait, c'est dans des banques, c'est des librairies. Et alors, il y a, je sais pas moi, les gens qui font des séries ou des films, ils vont aller
ils vont aller puiser là-dedans, etc. Et donc c'est souvent plutôt de la musique instrumentale ou de la musique contemplative, un peu filmique, etc. Et là, mais il y a aussi, voilà, des trucs plus avec des singer-songwriters, il y en a quand même. Et donc moi, il a sorti ça, mais c'est vrai ils ont moins l'habitude, et donc ils ont pas fait une sortie d'album, tu vois, artiste, quoi. Ouais. Et donc ça, c'est plus moi qui ai dû m'en occuper. Et bon, bah de nouveau, je fais plein d'erreurs parce que c'est vrai, c'est tout un métier en fait. Ouais. Et donc je dois apprendre un peu comme ça. Et voilà. Et donc c'est de nouveau lent, mais c'est pas grave. Finalement, c'est pas grave. Ouais, ça va avec la slow life, du coup. Voilà, exactement. Et du coup, on en parlait juste avant de commencer, mais t'as aussi du coup créé toi-même tous les visuels comme ça de l'album. Ça te plaît d'exprimer ta créativité, pas seulement dans la musique, la composition, mais aussi dans ces visuels justement? Mais oui, en fait. Donc comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est en fait à la base, il y a quelques années, un artiste qui fait du collage, qui est venu vers moi en disant ouais, j'adore ce que tu fais, est-ce qu'on pourrait collaborer, etc. Et j'avais été hyper, je me suis dit oh mais trop bien et tout. Et puis là, comme pour mon nouvel album, comme j'avais pas du tout envie de mettre ma tête partout, parce que ça aussi, c'est un truc, voilà, j'aime pas trop. Je suis quelqu'un de hyper discret, hein, donc voilà. Du coup, je me suis dit ah mais je vais recontacter cet artiste. Je l'ai contacté et tout, et puis en fait, j'avais pas les budgets. Et puis je me suis dit, mais pourquoi moi je ferais pas un truc dans ce style, quoi. Et du coup, j'ai commencé à expérimenter là-dedans, assez longtemps, hein, avant de trouver vraiment ce que je voulais. Et puis en fait, ça m'a vraiment procuré énormément de joie de découper, de coller, de chercher, de trouver des dimensions plus poétiques, parce que j'ai travaillé avec les symboles en fait finalement. Donc ouais, je sais pas, ça me rendait super calme et super zen de faire ça. Et donc j'étais passionnée de faire ça, et je me suis dit mais en fait fais-le toi-même, quoi. Trop chouette. Et du coup j'ai fait ça, et du coup maintenant je m'arrête plus. Maintenant j'adore faire ça, et c'est et aussi je dessine, etc. Enfin voilà, donc ça c'est une nouvelle manière que j'ai trouvé de m'exprimer, que j'adore. Je suis super contente. Et tu serais prête à le faire aussi pour d'autres personnes? Enfin, tu vois, comme la musique, par exemple, tu crées aussi des jingles. Est-ce que plus le côté j'adorerais faire ça, mais je sais pas si je me sentirais légitime. Tu vois, mais bon, après moi ça c'est un truc chez moi, quoi. Je me sens jamais légitime de rien. Ouais. Même dans la musique? Ouais, c'est compliqué tout le temps. C'est tout le temps compliqué. C'est tout le temps. Moi, je suis le syndrome de l'imposteur. Ah ouais. Donc, enfin, comme plein de gens de nouveau, quoi. Mais c'est vrai que ça s'accroche. Et chaque fois, tu as l'impression que bon, allez, maintenant, t'as un certain âge, t'as dépassé plein de choses, t'as fait beaucoup de travail sur toi-même, etc. Mais en fait, c'est chaque fois là quand même, quoi. Donc, être maman, ça a quand même changé pas mal de choses. Parce qu'en fait, quand on est maman, j'ai l'impression que absolument tout change. Toutes tes valeurs, toutes tes priorités, tout ce qui était important pour toi, en fait, finalement, tu te dis, mais ça n'a plus aucune importance. Et les trucs vraiment que, je sais pas, moi, tu t'en foutais ou quoi, c'est devenu hyper important. Donc, tout est inversé, et du coup, ça aide parfois un peu là-dessus, mais non, je sais pas, en fait. Si quelqu'un me demandait, je serais sûrement super contente d'essayer, en tout cas. Après, voilà, il faudrait que ça vienne avec voilà que la légitimité vienne aussi, parce que enfin, tu comprends ce que je veux dire? Oui, d'office. Faut que toi tu arrives à te sentir légitime, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Et quand t'as sorti cet album, tu te sentais comment? Est-ce qu'il y avait une crainte parce que du coup ça faisait 10 ans que ton public attendait ça, et voilà, t'avais peur de... Enfin oui, est-ce que t'avais peur, ou est-ce que t'étais vraiment
en accord avec ce lancement et impatiente plutôt? Quels étaient tes sentiments? Mais les deux, ben évidemment j'avais peur et tout, mais en même temps j'étais tellement alignée avec le travail que j'avais fait que je me suis dit bah voilà, si j'ai des critiques et que les gens n'aiment pas, c'est pas grave parce que moi j'ai vraiment été dans tous les sens et maintenant je sais que là je suis où enfin que c'est la bonne direction pour moi. Très bien. Et tant pis si les gens n'aiment pas, tant pis parce que finalement c'est pas grave. De nouveau, avant, quand j'avais pas d'enfant, ben c'est comme si ma musique c'était vraiment qui je suis. Et donc si les gens n'aimaient pas et tout ça, je me sentais toujours blessée et j'avais l'impression que c'était une attaque directement sur profondément qui je suis. Maintenant, j'ai vraiment une autre posture par rapport à ça et je me dis ben en fait, si les gens n'aiment pas ma musique, c'est pas pour ça qu'ils m'envoient le message de je ne t'aime pas toi. Enfin, c'est un peu débile, hein, en fait. C'est complètement débile, mais c'est des trucs qui sont profondément ancrés, quoi. Et donc comme j'ai une autre posture par rapport à ça, ben j'ai moins de problèmes si on n'aime pas ma musique. Je suis pas genre hyper blessée ou quoi. Je me dis ah bah oui, bah, c'est pas grave en fait. Chacun ses goûts et puis c'est pas pour ça qu'on peut pas être tu vois amis ou je sais pas ou voilà. Oui, parce que d'office tu peux pas plaire à tout le monde, quoi. Mais voilà, c'est ça. Mais bon, c'est une phrase qu'on connaît depuis toujours, mais bon après oui, c'est dur de voilà, c'est quand tu vis le truc c'est différent, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, comment, enfin, de quoi tu vis en fait? Parce que on reste dans notre société capitaliste, même si voilà, bah il y a plus en plus de gens qui prônent cette slow life et avec ce métier artistique en plus, voilà, comment t'arrives à vivre aujourd'hui? Bah, on a la chance ici d'avoir un statut d'artiste, donc j'ai ce statut d'artiste et je fais beaucoup de sessions pour de la pub, pour du doublage, pour des jingles. Je fais des chœurs, ce genre de trucs. J'ai fait un peu de publishing aussi, donc j'ai composé pour d'autres trucs. Voilà, donc... mais c'est sûr que je ne vis pas de mes revenus de stream pour Mila Brune, quoi. Ça, c'est certitude. Donc, pour Mila Brune, c'est plutôt moi qui investis de l'argent. Mais donc, je vis plutôt des jobs que je dirais... Donc, il y a l'artistique, il y a l'artiste et puis il y a l'artisanat, si tu veux. Qui a un savoir-faire de... donc, quand on nous fait des commandes, quand on veut un truc précis, je peux... Voilà, donc... C'est surtout ça, en fait. C'est des jobs comme ça. Mais que j'ai beaucoup de plaisir à faire, en fait. Donc, c'est cool. Tu te serais imaginé avoir une autre vie que cette vie artistique? Oh, mon Dieu, alors là, vraiment... Ben, vu que j'ai même pas eu de diplôme de 6e secondaire, ben, si maintenant je me disais je dois changer de carrière, etc., je devrais d'abord... commencer par faire mon jury central et tout. Rien que ça me donne des cauchemars. Donc non, enfin je sais que je suis assez douée pour écouter, moi. Donc j'aurais pu faire un truc, je sais pas moi, pour accompagner des gens dans la psychologie, tout ça, des trucs que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup lu là-dessus et tout. Mais bon, voilà, j'aurais pu faire un truc comme ça. Ou tu veux dire si je faisais pas l'artistique? Ouais, c'est ça. Bah, je sais pas. Je sais pas, en fait. Je sais même que ma psy me disait, en fait, que c'est grâce à l'artistique que je m'en sors bien, quoi. Parce que c'est une manière où je peux m'exprimer vraiment. Parce que moi, je suis quelqu'un de très... moi, je fuis le conflit, je garde tout très fort en moi, Donc voilà, je n'exprime pas beaucoup, mais... je sais pas moi, s'il y a des choses compliquées pour moi, je vais pas... Il y a des gens qui vont l'exprimer d'une manière violente ou pas, mais en rentrant dans le conflit ou pas. Mais je veux dire, qui arrivent à l'exprimer d'une certaine manière. Pour moi, c'est compliqué. Et donc, elle me dit, ben, c'est grâce vraiment à l'artistique, au chant, etc., que j'arrive à vider ça de ma tête et de...
tu vois, et du coup que j'arrive à avoir un équilibre en fait. Ouais. Ouais. C'est hyper bien. Et du coup, qu'est-ce que t'exprimes dans la musique? Qu'est-ce que tu veux, tu vois, dans les paroles de tes chansons, etc., tu veux parler de quoi? Moi, c'est des sujets assez contemporains en fait. Hein. Ça peut parler d'amour ou, par exemple, il y a une chanson Silicone, ça parle d'un homme qui achète une poupée en silicone et puis qui pense qu'il sera plus jamais seul. Donc c'est parce que j'ai vu une vidéo sur un gars. Tu l'as vu ou quoi? Non, mais ça me dit quelque chose. Oui, c'était un asiatique parce que là-bas c'était compliqué vu qu'il y avait, enfin ils avaient du mal à trouver des femmes et donc ils avaient ils avaient un marché de poupées en silicone hyper vrai comme ça, hyper vrai. Après tu sais avec les critères. Oui. Voilà, donc. Et donc, il y a un marché de ça, vraiment incroyable, quoi. Et ce type avait acheté sa poupée, et il l'habillait, et il lui donnait la main, et il était à sa table, et il buvait un café, et il la prenait comme ça, par les épaules, et le gars. Enfin, c'était complètement dingue, en fait. Ouais, le gars avait l'impression qu'il avait trouvé sa femme, quoi. Et ça m'avait tellement. Je sais pas, ça m'avait tellement flashé ce truc que j'ai écrit une chanson là-dessus. Mais oui, donc dans des sujets comme ça, ou bien il y a un sujet qui parle d'une grand-mère qui était dans un EHPAD pendant le Covid et qui pouvait pas sortir, ça c'est ce genre de sujet-là, ou bien ça parle d'amour, ça parle j'ai une chanson qui parle de mon amoureux, quoi d'autre. Oui, c'est un peu tout ça. Donc ça peut être les histoires de gens que je rencontre, tu vois. Ça parle pas que de moi, je veux dire. Ouais. Mais c'est assez contemporain, quoi. Et oui, tu parles de ton amoureux, tu travailles aussi avec ton frère. C'est important comme ça d'avoir ce cocon familial pour créer. Ben ouais, je pense que de nouveau c'est une histoire de légitimité, mais j'ai toujours besoin d'être avec des gens que je connais bien, en qui j'ai confiance et que je sais dans la bienveillance toujours. Et de travailler avec des gens assez proches, en fait. C'est quelque chose qui est important pour moi, ouais. Ça vous rapproche aussi, ton frère et toi, comme ça, de partager cette même passion pour la musique? Ah ouais, évidemment, parce que ça fait longtemps qu'on chante ensemble. On a aussi un duo qui est... Enfin, ça c'est plus pour des events, etc. Donc c'est plutôt des covers de jazz et de soul et tout. Mais oui, ça fait hyper longtemps qu'on joue ensemble et c'est clair que ça nous rapproche. En fait, quand on a perdu notre papa, parce qu'en fait, j'ai d'autres demi-frères et demi-sœurs, etc. Mais c'est mon seul frère qui est du même père et de la même mère. Et quand on a perdu notre papa, on a été tout de suite en fusion comme ça. Et puis on a commencé à chanter ensemble. Et enfin voilà. Et maintenant, on est toujours hyper proches et ouais, c'est hyper important. Et votre maman, ça lui faisait quoi en fait que vous vous dirigiez tous les deux comme ça vers ces métiers artistiques? Oh, mais je pense qu'elle est hyper fière et heureuse. Surtout qu'on a tous eu des scolarités un peu chaotiques. Donc, mais heureusement, comme eux étaient passionnés de musique, etc., ils étaient tout à fait ouverts à ce qu'on fasse, à ce qu'on aille dans cette direction-là, parce que bon, j'imagine que pour beaucoup de familles qui sont pas du tout là-dedans, c'est pas un vrai métier, et d'ailleurs de toute façon c'est vrai que c'est difficile comme chemin, et qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, et donc voilà, on s'en sort tous un peu comme ça sur des œufs. Enfin, je sais pas si c'est juste de dire ça comme ça. Si, oui. Mais donc c'est vrai que c'est difficile. Mais donc les gens qui sont pas du tout dans ce milieu-là à la base, je peux imaginer que ça leur fait peur et qu'ils sont complètement fermés à ce que leur enfant fasse ça. Ouais. Donc nous, on a eu quand même une grande chance que ma maman, je dis ma maman parce que mon papa était déjà plus là, mais était ouverte à ça, quoi. Ouais. Et donc on a tous les deux eu envie de faire ça, et elle était tout à fait ouverte à ça. Heureusement. Oui, ça t'a vraiment aidé d'avoir le soutien comme ça de ta maman et de ton frère aussi. Oui, parce que si elle m'avait forcé à finir mes humanités, par exemple, ce serait sûrement bien que j'ai mon diplôme, mais je sais pas, j'aurais probablement été un peu dans une dépression, je sais pas. C'était
c'était vraiment chaud pour moi. Donc ouais, ça m'a sauvée, ça m'a donné une porte de sortie, quoi. Quelles sont tes prochaines envies comme ça? Enfin, tu parlais de ressortir certains morceaux qui étaient sur l'EP qui n'est plus disponible. Quelles sont tes envies au niveau des concerts, au niveau des prochains morceaux? Ben, j'ai envie de créer des nouveaux morceaux, ça c'est sûr, parce que sur l'album qui vient de sortir, en fait, comme tu t'en doutes, c'est des morceaux d'il y a très longtemps. Enfin, il y a un mélange, il y a aussi des nouveaux, mais... Et là, c'est vrai que j'ai envie de faire des nouvelles choses. Je suis occupée sur un nouveau morceau, là, plus ce truc, cet ancien morceau qui va sortir maintenant. Mais je pense que voilà, je vais sortir plutôt des titres un par un, et plus spécialement sortir un album. Et oui, des concerts. Ben maintenant, j'ai vraiment envie de jouer avec ce trio là, les nouvelles chansons de l'album, etc. Mais bon, va falloir que je trouve un tourneur parce que c'est vrai que de nouveau c'est un métier et que moi toute seule. Bon, en plus il y a des artistes qui s'en sortent super bien tout seuls et qui sont super doués pour des marchés. Moi, je suis vraiment très très nulle, quoi. C'est vraiment une catastrophe. Donc oui, voilà. Peut-être que là, je vais devoir trouver quand même déléguer sur ce truc, quoi. Ouais. Et même si c'est compliqué, t'as toujours envie de garder cette indépendance comme ça sur ton projet? Oui, ça me paraît quand même important parce que, en fait, moi, avec la pression, dès qu'il y a un peu trop de pression, je gère pas bien, quoi. Ouais. C'est-à-dire, en fait, moi, j'ai un côté hyper perfectionniste, insupportable, que je retrouve dans mes enfants, d'ailleurs. Et du coup, je sais pas, moi, si je sens qu'on attend de moi et que j'arrive pas à donner à fond ce qu'il faut et tout, je sais pas, je perds les pédales un peu. Donc, j'ai besoin que ce soit un rythme, tu vois, lent, de nouveau. Et je pense que si j'avais, je sais pas moi, un manager ou un producteur, ce serait de nouveau, tu vois, genre, vite, il faut... Enfin, ou alors c'est peut-être une peur, hein. C'est possible. C'est parce que j'ai vécu ça comme ça et que c'était horrible. Mais comme c'est la tendance de notre société, je me dis que si je trouve quelqu'un avec qui collaborer, ça doit être quelqu'un qui respecte un certain rythme, et tu vois. Enfin, après, voilà, c'est peut-être hyper compliqué à trouver. Ouais. Je sais pas. Mais tu penses justement qu'il y a cette place parce que voilà, on a un peu les deux exemples, je trouve, dans le milieu musical actuel. C'est les gros artistes qui vont partout, qui tournent mondialement, etc. Ouais. Même, enfin, les Belges qui tournent mondialement. Et les Belges qui continuent par contre les petites salles de concert, les tournées plus locales ou alors dans les pays vraiment alentours. Tu vois, il y a vraiment ces deux opposés. Tu penses qu'il y a moyen de vivre la musique, toi, de la façon dont tu le veux et de t'inscrire dans une de ces deux mouvances? Enfin, dans cette mouvance du coup plus locale, entre guillemets? Ce serait magnifique, en fait. Il faut l'inventer, en fait. En fait, ouais, il faut inventer une manière de faire qui n'existe peut-être pas forcément encore, mais oui, en tout cas, je me vois d'office plus dans des petites salles intimistes et faire des petits concerts comme ça plutôt que des grosses tournées. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est sûr que c'est plus mon truc. En plus, de toute façon, ma musique déjà elle est intimiste, donc tu vois, je me vois pas dans des grosses salles, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, oui, comme tu dis, c'est un modèle à créer un peu parce que dans l'imaginaire, réussir pour un artiste, c'est justement tourner partout, passer en radio, etc. Mais on peut se dire que c'est sa propre façon de réussir aussi. Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est compliqué parce que la société nous rappelle toujours à l'ordre en disant « Ouais, mais regarde, elle a des millions de streams, elle a des millions de tournées, et toi, voilà. » Et donc, chaque fois, il faut se rappeler de dire « Mais en fait, n'oublie pas c'est quoi la réussite pour toi. » Ouais, c'est ça. Parce que bon, pour moi, la réussite, c'est pas avoir des tournées mondiales, etc. Parce que ça me rendrait pas heureuse. Tu vois, pour moi, c'est trouver mon équilibre et mon bonheur dans un truc, voilà, plus à échelle plus humaine et plus,
Tu vois, après, bon, évidemment, j'aimerais bien avoir plus de streams sur Spotify. Je sais qu'il y a des artistes maintenant qui arrivent à avoir des milliers de streams et à rester dans leur forêt, dans leur maison, dans les bois, quoi. Ouais. J'en connais un, tu vois. Et là, je me dis, waouh, ça, c'est merveilleux. Parce qu'évidemment, tu veux quand même que ta chanson, enfin, que ta musique soit écoutée. Ouais. Parce que tu fais quand même les choses pour toucher les gens. Mais après, oui, si je pouvais avoir du stream sans rentrer dans ce jeu avec lequel je me sens pas bien, tu vois, ce serait trop bien, évidemment. Tu te sens aligné avec la façon dont tu fais les choses? Ben, oui et non, tu vois, c'est-à-dire ça dépend. Souvent, je me dis, en fait, là, je trouve mon équilibre, je suis bien, Et puis, par moments, oui, effectivement, je suis frustrée de pas avoir beaucoup de streams sur Spotify, par exemple. Ouais. Mais bon, je me dis que voilà, qu'il faut que... Oui, voilà, je vais y aller lentement. Et puis, de toute façon, mes enfants, ils vont grandir aussi. Ouais. J'aurai un peu plus de temps, etc. Mais voilà, j'essaye d'aller à mon rythme et de m'écouter. Et voilà, on verra, je sais pas. Mais je suis pas toujours en accord avec ce truc, tu vois. Mais moi, je suis quelqu'un de très contradictoire tout le temps, donc voilà. T'es fière de montrer ça à tes enfants? Justement, le fait d'essayer de te respecter, d'être en accord avec ce que tu fais et puis de faire aussi des choses que tu aimes. T'es fière de leur montrer cet exemple? Évidemment, ouais. Après, je sais pas s'ils le captent déjà parce qu'ils sont encore très petits. Mais en tout cas, oui, je voudrais leur inculquer les valeurs de s'écouter vraiment soi, d'être qui on est vraiment d'être qui on est vraiment, pardon, et de se respecter et de pas rentrer dans un espèce de modèle de la société aujourd'hui où ils nous montrent qu'est-ce que c'est la réussite. C'est souvent des trucs avec lesquels moi je suis pas du tout en accord. Tu vois, c'est, je sais pas moi, d'être richissime ou de bosser tellement que oui, t'as réussi, mais en fait, t'es pas avec les gens que t'aimes, t'es pas avec tes enfants, t'es pas, tu vois, t'as une vie de... Après, moi, je comprends ce truc de workaholic où les gens adorent travailler et tout. Et ça, je comprends trop parce que avant, c'était tout ce qui comptait. Mais quand il y a des enfants, c'est compliqué parce que eux, ils ont besoin que tu sois là quand même et moi j'ai envie d'être là pour eux, etc. Et oui, donc voilà, tout ça pour dire que la réussite, pour moi, c'est pas forcément ce que la société essaye de nous montrer, tu vois. Ouais. De travailler à 100 à l'heure et de... Moi, j'ai envie du temps et du sens, et du temps et du sens. Et ouais, voilà. C'est trop chouette. On arrive tout doucement à la fin, donc je vais te poser la dernière question du podcast. Vu que t'en as écouté, du coup, t'as dû entendre cette question. Ouais. Mais qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait? J'aimerais bien oser changer de pays et aller vivre ailleurs, quoi. Mais ouais, c'est un truc qui me paraît insurmontable, j'avoue. Oh. De nouveau parce que moi j'adore être là où ma famille est et mes amis et ma base et tu vois. Mais et en plus si je devais bouger avec toute ma famille, tu t'imagines avec 2 petits enfants qui devraient s'adapter et tout. C'est sûrement hyper possible et hyper génial, mais c'est clair que ça crée pas mal de peur et de nouveau de contradictions. Ouais. Mais oui, c'est un truc ouais, voilà. Trop bien, merci beaucoup. Merci à toi. Merci encore Mila Brune d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez tous les liens pour la suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant étoiles et commentaires sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Et puis, si vous voulez m'aider à développer le podcast, vous pouvez le soutenir financièrement via Patreon.
Compose est un podcast réalisé entièrement par moi, Julie Mouvet. Le générique a été produit par le talentueux Nucci. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.